nationale d'Arpétienne. Un blocus à Manawan contre la surexploitation forestière entre maintenant dans son deuxième mois. Les 25 personnes accusées d'avoir détruit les prises de homards de pêcheurs Mi'kmaq éviteront d'obtenir un casier judiciaire. Le président ukrainien s'adresse à la Chambre des communes. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'Arpétienne. Je suis Emilia Fournier. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. Les Atikamekw à Manawan continuent à manifester à un blocus sur la route qui mène à l'érablière de la famille Dubé. On entre maintenant dans le deuxième mois de ce campement contre la surexploitation forestière. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Quand on regarde ou quand on est dans la forêt, on est comme jamais tout seul. Parce que tous nos enfants se sont changés en arbre, en oiseau, des choses comme ça. Pour les Atikamekw, les érablières donnent la vie et la culture. Roger Echaquan, un intervenant culturel, a parlé des plantes médicinales qu'on retrouve dans cette forêt. Et, bien sûr, le sirop d'érable. Quand tu prends l'eau d'érable, c'est comme si tu prenais le lait de ta mère. Les Atikamekw pratiquent une technique spécifique à eux pour le récolter, dit Annette Dubé-Volant, porte-parole pour la famille Dubé. Il n'y a pas une famille à Manawan qui ne sait pas faire du sucre ou du sirop d'érable Atikamekw. Puis je sais que les gens, quand on leur fait goûter, ils disent hey, « ça goûte pas pareil, c'est meilleur ». Je travaille à l'éducation, là, puis je trouve ça très important qu'on leur transmette pas seulement les savoirs en mathématiques, en lecture, mais aussi la culture. Thérèse Nikwe, la directrice des services et projets communautaires de Manawan, indique que les pratiques traditionnelles sont vivantes chez les Atikamekw. Aujourd'hui, les gens vont se construire des camps territoires parce qu'ils ont besoin de ce contact-là avec la nature. Mais les coupes forestières dans la région mettent tout cela en danger. Quand un arbre est coupé, ça touche à ton corps aussi, où est-ce que la partie a été soignée. Ça veut dire c'est assez. C'est sûr que des compagnies qui viennent ici puis viennent raser, ça ne leur dérange pas, les autres, c'est pas leur milieu de vie. Mais nous, ça nous affecte, puis ça affecte nos enfants aussi, puis ça va affecter les générations. Selon la famille Dubé, la scierie Saint-Michel a commencé le travail dans une région promise, mais aventurée dans l'érablière de la famille Dubé, qui est protégée par une entente d'harmonisation entre la famille et le gouvernement. C'est le minimum que cette famille a demandé à protéger et ils ont quand même fait un chemin dans cette zone. Glenn Dubé est un conseiller élu du Conseil des Atikamekw de Manawan et l'érablière en question appartient à sa famille. Selon lui, les coupes ont cessé à l'érablière au début du mois de mars. Mais le camp de manifestation demeure en place car les Atikamekw ne se sentent pas respectés dans les plans de coupe. C'est peut-être moins payant pour les forestières, mais c'est aussi rentable pour elles de procéder par des coupes qui respecteraient nos modes de vie. Donc pour moi, des mouvements comme il se passe ici là, pour défendre dans le fond, là, pour contrer dans le fond la surexploitation forestière, là, ça a tout un sens. Parce que c'est notre vie. C'est vraiment le cœur de notre culture. Les demandes des Atikamekw à Manawan résonnent avec ceux du Conseil Atikamekw de Wemotaci, 200 km à l'est de Manawan. Ils ont servi le ministère des Forêts une mise en demeure pour être inclus de façon significative dans l'industrie. Le ministère des Forêts a refusé une demande d'entrevue pour ce reportage. Comme leurs voisins à Wemotaci, les Atikamekw à Manawan ne s'opposent pas à l'existence de l'industrie forestière. On ne dit pas d'arrêter de couper. On dit juste prenez soin, prenez ce que vous avez besoin. On veut se réapproprier nos territoires, on veut se réapproprier notre culture. Puis ça ne veut pas dire qu'on est contre le développement. Mais ce développement-là, on veut pouvoir avoir notre mot à dire. On parle de participation aux décisions. Le Conseil des Atikamekw de Manawan a déposé un moratoire sur les coupes forestières en novembre 2021, jusqu'à ce qu'ils soient participants significatifs à l'industrie forestière. Il faut vraiment que les Autochtones aient leur place dans toutes les consultations puis qu'ils soient partie prenante dans les décisions. Pour le moment, le blocus est paisible.
Il y a une présence policière sur scène, mais il n'y a pas eu de conflit. Malgré ceci, les discussions chauffent sur les médias sociaux et une enquête par le Centre des ressources territoriales est entamée. Nation, tu es censé avoir ton propre cadre, tes façons de faire, puis ensemble on compose. Mais pour l'instant, là, nation, on est très loin de ça encore. Les coupes forestières sont temporairement suspendues sur le territoire de la famille Dubé jusqu'à ce que les discussions soient terminées. Les manifestants sur le campement sont prêts de rester là-bas jusqu'à ce que leurs droits ancestraux soient respectés à la table de négociation. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Manawan. Au cours d'une conférence de presse virtuelle tenue récemment, le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a annoncé de nouveaux fonds destinés au foyer pour femmes autochtones de Montréal. Le gouvernement versera 100 000 $ par année sur une période de 3 ans en appui du projet Ishkwe du foyer. L'objectif du projet Ishkwe est de réduire le nombre de cas de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées en mettant l'accent sur des stratégies de prévention. Le financement s'inscrit dans la démarche du gouvernement fédéral visant à régler la crise liée aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées. Toutefois, le processus ne tient pas compte de l'ensemble des 213 appels à la justice de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. En juin 2021, le Cercle national des familles et des survivantes a publié un plan d'action national pour mettre en œuvre ces appels à la justice. Le ministre Lametti n'a pas été en mesure de dire à quel moment tous ces appels à la justice seront mis en œuvre. On a élargi notre parti fédéral sous Mme Bennett et maintenant c'est M. Miller qui doit mettre en branle le processus, appuyé évidemment par d'autres ministres comme moi, comme la ministre Haidou et le ministre Vandal. Et je crois que vous allez voir des étapes à suivre avec le ministre Miller. Au retour, les 25 personnes accusées d'avoir détruit les prises de homards de pêcheurs Mi'kmaq en 2020 éviteront d'obtenir un casier judiciaire. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Un chef Mi'kmaq qualifie la justice réparatrice de 2 poids, 2 mesures. Après l'annonce des procureurs de la Nouvelle-Écosse, les 25 personnes accusées d'avoir détruit les prises de homards de pêcheurs Mi'kmaq éviteront d'obtenir un casier judiciaire, indique Angel Moore dans un reportage. C'était le lancement du traité de pêche Sipnicake, il y a près de 2 ans. Une célébration qui s'est rapidement terminée parce que des pêcheurs non autochtones ont réagi avec violence. Environ 200 personnes ont entouré un bâtiment qui entreposait les prises de homards des pêcheurs Mi'kmaq. Ces personnes ont menacé d'incendier le bâtiment, alors qu'un pêcheur Mi'kmaq se trouvait à l'intérieur. Des caisses à homards ont été déversées sur le sol. Plus tôt ce mois-ci, 25 personnes ont été accusées d'introduction par effraction, de rassemblement illégal et d'être entrées sans autorisation. Elles éviteront les tribunaux si elles participent à la justice réparatrice. The double standards are unreal. It's I don't even like using the word Canadian anymore. Le chef Sipnicake, Mike Sack, croit que justice ne sera pas rendue en empruntant cette voie. And I just learned today that restorative justice is something that people are pushing for because they were trying to take another route with them and they were going to get off scot-free. Ce n'est pas parce que, dit le procureur principal de la Couronne, Brian Cox. We retain the option to continue with the prosecution at a later date if the individuals who have been referred are unsuccessful with restorative justice. Le procureur principal de la Couronne, Rob Kennedy, a déclaré que la justice réparatrice est la meilleure option. It invokes traditional restorative approaches
and education, understanding, community building. And we felt that was the most important aspect of this case. Le pêcheur Mi'kmaq qui était à l'intérieur de l'installation qui était encerclée ne veut pas rencontrer les personnes accusées. Mais M. Kennedy affirme que le processus se poursuivra néanmoins. It will involve members of the Indigenous community participating, particularly individuals that are involved in the fishery, elders from the community, as well as the Mi'kmaq Legal Support Network itself. La directrice exécutive du réseau de soutien juridique Mi'kmaq, Paula Marshall, appuie la justice réparatrice pour les 25 hommes. This is a really serious event that happened, and though it may not be reflected necessarily in the charges that were laid, we want to make sure that there is proper education, that there is accountability, and that Mi'kmaq needs will be heard and met. Une audience est prévue pour septembre prochain pour une mise à jour du processus de justice réparatrice. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Halifax. Le président ukrainien s'est récemment adressé à la Chambre des communes. Dans un discours de 12 minutes, Volodymyr Zelensky a réclamé plus de sanctions, une aide militaire et l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Un reportage de Fraser Needham. Les parlementaires ont réservé une ovation au président ukrainien Volodymyr Zelensky le 15 mars. Dans un discours parfois émotif, M. Zelensky a souligné l'amitié de longue date entre les deux pays. Il a également mentionné qu'environ 1,4 million de personnes d'origine ukrainienne vivent au Canada. Mais il a aussi invité les Canadiens à se mettre dans la situation désespérée dans laquelle se trouve actuellement l'Ukraine. You've heard about the bombings. Currently, we have 97 children that died during this war. Can you imagine famous CN Tower in Toronto? If it was hit by Russian bombs. Le président ukrainien a également demandé au Canada d'utiliser son appartenance à l'OTAN pour faire pression en faveur d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Justin and all of our friends of Ukraine, all friends of the truth, please understand how important it is for us to close our airspace from Russian missiles and Russian aircrafts. Et la chef intérimaire du Parti conservateur affirme que le Canada devrait exercer des pressions pour créer un tel espace aérien. We need to protect at a minimum the airspace over the humanitarian corridors so that Ukrainians can seek safe passage away from the war zones and to allow humanitarian relief to reach those areas under siege. Les conservateurs ont également demandé que le président russe, Vladimir Poutine, soit poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Pour sa part, le chef du NPD souligne que le Canada devrait continuer d'augmenter les sanctions contre la Russie parce que celles-ci sont efficaces. We know that Putin does not care. President Putin does not care about the people. He does not care about his country, but he does care about his wealth. And we know the way to attack Putin, the way to make sure that he feels the pressure of the sanctions is to target him where it counts, and that is to target the wealth that is held by his allies and oligarchs. Dans son discours devant le Parlement, le premier ministre Trudeau n'a pas parlé d'une zone d'exclusion aérienne, mais il a déclaré que le gouvernement imposerait de nouvelles sanctions aux oligarques russes. With allies and partners, we're imposing crippling sanctions to make sure Putin and his enablers in Russia and Belarus are held accountable. Today, in line with our European Union partners, I can announce that we have imposed severe sanctions on 15 new Russian officials, including government and military elites who are complicit in this illegal war. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Une décision rendue dans le cadre d'une contestation judiciaire relativement à la protection de l'enfance est maintenant contestée. Le gouvernement canadien interjette appel d'une décision récente de la Cour du Québec concernant le projet de loi fédéral C-92. Celui-ci donne aux Premières Nations le droit de créer leur propre service de la protection de la jeunesse et de la famille et d'en assurer le maintien. Le mois dernier, un juge a défendu la majeure partie du projet de loi C-92, mais il a établi que les gouvernements provinciaux peuvent interrompre les plans des Premières Nations lorsque ceux-ci vont à l'encontre des lois provinciales
sur la protection de la jeunesse. Dans une déclaration récente, les ministres fédéraux ont demandé comment les collectivités peuvent exercer leurs compétences sur les services à l'enfance et à la famille sans être indûment gênés par les lois provinciales. Ottawa demandera donc maintenant à la Cour suprême du Canada de fournir des directives. Entre-temps, le gouvernement du Québec a également lancé un appel de la décision des 92. On veut avoir la décision de la Cour suprême là-dessus, mais je crois sincèrement que au Québec, la décision fait en sorte que le droit inhérent des peuples autochtones de prendre soin de leurs enfants est bien ancré dans la loi québécoise. Après la pause, Ghislain Picard nous donne sa réaction au développement avec la loi C-92. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et de Labrador, Ghislain Picard. Il nous parle des développements de la loi sur la protection de la jeunesse autochtone. Bienvenue, chef Picard. Comment allez-vous aujourd'hui? Merci beaucoup, ça va bien. Merci de me recevoir. Donc, aujourd'hui, on va discuter de la loi concernant les enfants, jeunes et les familles des Premières Nations inuites et métisses. C'est aussi connu sur le nom du projet de loi C-92. La Cour d'appel du Québec vient de donner leur avis sur cette loi-là. Ma première question est, que pensez-vous de l'avis de la décision de la Cour d'appel du Québec? Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, ce n'est plus un projet de loi, c'est la loi C-92, la loi fédérale C-92, et c'est vraiment là-dessus que le gouvernement du Québec a décidé d'en appeler, pas d'en appeler, mais de faire appel à la Cour d'appel du Québec pour contester la constitutionnalité de la loi fédérale. Et le 10 février dernier, la Cour d'appel du Québec a rendu un avis qui confirme que la loi fédérale est tout à fait constitutionnelle et en même temps insiste sur le fait que finalement la responsabilité ou les compétences des gouvernements autochtones, des gouvernements des Premières Nations sont reconnues dans la section 35 de la loi constitutionnelle. Et en plus, c'est que c'est un droit qui confirmé, qui a toujours existé. C'est clair que la décision, l'avis de la Cour d'appel est tombé un peu à court de certains éléments de la loi fédérale, et en particulier les articles 21, 23, 2, qui auraient finalement vu ce que j'appellerais peut-être la primauté des lois plutôt des Premières Nations sur la loi québécoise notamment. Mais pour cela, on arrive maintenant à une autre étape et c'est ce qu'on a constaté lundi dernier, alors que les deux gouvernements, autant le Québec que le fédéral, en appellent de la décision, de l'avis plutôt, devant la Cour suprême. Et quelle est l'importance de ces deux articles en question, 22 et 23? En fait, l'importance, c'est que il faudra, d'un côté, que dans le cas du gouvernement du Québec, que le Québec fasse la démonstration que finalement sa loi et de la protection de la jeunesse est compatible avec la réalité et son application au niveau de nos communautés. Ce sera vraiment une série de tests, là, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est clair que pour nous, sur le front un peu plus politique, on va continuer d'insister que, si la Cour d'appel du Québec a reconnu que les juridictions provinciales et fédérales
ne peuvent plus exister sans qu'il y ait une reconnaissance pour un autre ordre de gouvernement qui est celui des Premières Nations. On va très certainement se préparer pour une intervention devant la Cour suprême. Parce qu'on s'entend que il serait pas surprenant, on ne serait pas surpris que le gouvernement du Québec continue d'insister sur une position à laquelle le gouvernement adhère, c'est-à-dire l'incapacité des Premières Nations d'avoir leur propre structure de gouvernance. Merci. Et est-ce que ça ralentit le processus? Parce que je sais qu'en ce moment, même avant que la loi passe, les communautés autochtones pouvaient mettre en place leur propre système de protection, mais il fallait qu'ils fassent des années de recherche et de preuves envers le gouvernement du Québec afin de faire ceci. Donc, est-ce qu'il y a des projets qui sont un peu comme vraiment ralentis à cause de tout ce conflit juridique? En fait, je dirais que c'est un choix qui appartient maintenant au Québec. Il a toujours appartenu au Québec. La loi fédérale prévoyait des ententes de coordination entre les deux gouvernements fédéral, provincial, mais aussi les Premières Nations. Avec sa contestation devant la Cour d'appel du Québec, le gouvernement du Québec a choisi de se dissocier du processus. Donc, les communautés ont dit, nous, on continue, on maintient le cap, et si ça doit être des ententes de coordination dans l'absence du Québec, ben ce sera ça. C'est le Québec qui a fait son choix, ce choix-là. Ceci étant dit, il appartient toujours au Québec, là, surtout avec une décision de la Cour d'appel qui indique que ce droit-là existe au sein de la section 35 de la Constitution, que c'est un droit générique, donc un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. Il appartient au Québec de donner un signal. D'ailleurs, on a acheminé une lettre au premier ministre Legault qui lui demande la collaboration de son gouvernement. Mais comme à peu près toutes les lettres qu'on envoie au Québec, on est toujours sans réponse. Le Québec clame que c'est une question juridique. Pourquoi ils se sont opposés à cette loi? Que pensez-vous de cette idée-là, que c'est une question juridique? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qui leur concerne? Ou c'est plutôt une question de fond, une question d'attitude coloniale? C'est quoi vraiment au fond? Pourquoi est-ce qu'ils s'opposent? Pour moi, c'est très clair que c'est beaucoup plus profond que ça. Finalement, la décision du Québec de proposer un renvoi et de défier finalement la constitutionnalité de la loi C-92, c'est tout simplement un écran de fumée. Parce que dans le fond, et le Québec aura à le dire franchement, c'est que le Québec ne reconnaît pas la capacité de gouvernance et de gouverner de nos communautés. C'est aussi simple que ça. Et écoutez, il y aurait sans doute d'autres exemples qui viennent faire la démonstration qu'il n'y a pas de volonté politique claire de la part du Québec à l'effet que nos communautés ont également la capacité de gouvernance, ce que d'ailleurs reconnaît la Cour d'appel du Québec ici. Merci beaucoup, Chef Picard, pour votre temps et j'apprécie vraiment votre voix pour notre émission. Merci beaucoup, au revoir. Merci de m'avoir reçu. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales dans PCN. Je suis Emilia Fournier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. L'équinoxe du printemps est égal, donc profitez du soleil. À la semaine prochaine.